Bonsoir et bienvenue au sommaire de l'Africa Newsroom, le 5e sommet Union africaine, Union européenne qui a débuté ce mercredi à Abidjan. Un sommet largement dominé par les questions d'immigration et de sécurité. Chefs d'État africains et européens entendent donner de nouvelles orientations à la coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme. Nous en parlons dans un instant. Autre thématique abordée, c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cette émission, l'investissement dans la jeunesse, mais aussi les relations économiques entre les deux continents, un peu de légèreté à la fin de cette émission avec le Salon international du pagne africain qui s'est tenu dans la capitale sénégalaise, Dakar. Voilà pour les titres et pour en parler avec moi sur ce plateau, Maître Adoté Blivi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris. Pape Kabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Malik Acher, bonsoir. Bonsoir Zahra, bonsoir à tous. Donc Malik Acher, éditorialiste d'Africa 24. Commençons par l'actualité politique. Au total, ce sont 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants d'Afrique et d'Europe qui sont présents au 5e sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne qui s'est ouvert il y a quelques heures dans la capitale ivoirienne. Un sommet, je vous le disais en titre, qui fait écho à l'actualité avec des thématiques tournées vers les questions d'immigration et de sécurité. On écoute le président ivoirien Alassane Ouattara. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Je salue l'engagement de la France en faveur du G5 Sahel et j'encourage l'Union européenne, les pays européens et les Nations unies à faire davantage et à pérenniser cette initiative vitale pour tous. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. L'actualité nous offre un triste exemple en Libye et nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable. Face à ce drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité, j'en appelle à notre sens de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes de notre âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. Pape Kabo, on a là le président Alassane Ouattara qui s'est exprimé sur la crise des migrants. Qu'est-ce que les Africains peuvent attendre de l'Union africaine sur cette question des migrations, que les dirigeants s'attaquent véritablement à la racine du problème, Pape Kabo? Oui, il est inévitable que maintenant nos autorités doivent prendre le problème à bras-le-corps parce qu'il a assez duré. Nos chefs d'État ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette situation qui prévalait sur le terrain, aussi bien en Libye que dans d'autres endroits du continent, j'allais dire même du monde, puisque nous parlons d'Afrique, on se limitera à l'Afrique. Des bruits couraient, des informations fuisaient et nos chefs d'État étaient au courant. Cette rencontre d'Abidjan va leur permettre peut-être, je l'espère d'ailleurs, de pouvoir formaliser une position et entamer une véritable démarche, une démarche qui leur permettra de prendre des mesures vigoureuses et urgentes, comme l'a dit le président Alassane Ouattara, parce qu'il urge véritablement de prendre des mesures pour ce qui concerne cette situation, pour éradiquer ce phénomène qui est plutôt dans notre âge. Vous savez, je suis président d'honneur d'une association, Victor Schellcher à Évreux. Nous étions à 1000 lieues de penser que ce phénomène-là reviendrait encore
au rythme et avec une telle ampleur. Nous parlions des phénomènes nouveaux de l'esclavage moderne, mais maintenant de voir ce qui nous a été donné de voir à travers les ondes des télévisions du monde, il y a véritablement une urgence à prendre ce problème-là à bras-le-corps, et le plus rapidement d'ailleurs. Maître Oblivi, il y a urgence? Oui, effectivement, il y a urgence, parce que les chefs d'État africains, visiblement, ne prennent pas au sérieux ce problème. Parce que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Il y a très longtemps déjà, j'ai le sentiment que les présidents africains ne prennent pas fait et cause pour leurs ressortissants, où qu'ils se trouvent, que ce soit aujourd'hui en Libye ou ailleurs, les chefs d'État africains n'interviennent jamais pour soutenir leurs ressortissants qui sont dans des difficultés ailleurs que sur leur propre continent. Donc aujourd'hui, le cas se trouve que là, nous sommes face au problème migratoire en Libye, que l'Europe a voulu stocker là-bas, parquer dans des conditions inhumaines. Il appartenait déjà aux chefs d'État africains d'intervenir, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce fait et intervenir pour leurs ressortissants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils sont restés là à attendre que CNN fasse son enquête, fasse publier le reportage pour qu'ils réagissent aujourd'hui. Je pense que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Malik Acher, 3000 morts en Méditerranée quand même depuis le début de l'année. Comment jugez-vous les discours des chefs d'État africains sur ces drames? Il y a de l'émotion, certes, qui a été évoquée de la part des chefs d'État africains, c'est la moindre des choses. Il y a une certaine passivité, et cette passivité, justement, conduit au drame que l'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas un drame qui date d'aujourd'hui, il est bien plus ancien. Ce drame, il est dû à l'instabilité des pays africains, une instabilité qui est partagée, provoquée par une mauvaise gestion, certes, mais aussi provoquée par certaines interventions qui n'auraient pas dû être sur le territoire africain. Et je parle en l'occurrence de l'intervention en 2011 de l'OTAN en Libye. Donc ça a été un facteur aggravant. Ce n'est pas pour dédouaner la politique de certains chefs d'État africains, mais c'est pour dire qu'il y a eu un effet accélérateur, cette déstabilisation de la Libye. Il y a une responsabilité collective parce que les migrants qu'on trouve en Libye, ce sont des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne et donc qui n'ont pas les moyens de vivre correctement dans leur pays, dans toute cette bande sahélienne qui est soumise aux aléas sécuritaires les plus difficiles. Quand on a un manque de coopération entre les États, quand on a un manque justement d'investissement dans la défense de certains pays, vous ne pouvez pas justement régler cette question de l'insécurité demain. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors il faut se réjouir d'une chose, certes, c'est la mise en place de coopération entre les Africains qui est en train d'arriver. Le premier des développements, c'est la sécurité. La sécurité est la base du développement. On a toujours dit que les États qui renforçaient leur sécurité, leur défense, leur armée étaient des États forts qui avaient peu d'égard pour la démocratie. C'est faux. Parce que la sécurité, c'est la pierre angulaire du développement. Et il faut aller vers cette convergence de plus de sécurité et pour mutualiser les financements, parce que chaque pays ne peut pas faire le même effort dans la sécurisation de son territoire, il faut aller vers la mutualisation financière de ces pays, notamment de la bande sahélienne. Il y a d'autres régions, mais celle-là en particulier. Alors, Pape Kabo, toujours sur cette question de la vente d'esclaves et les griefs, vous le dites, Malik Acher, sont également formulés à l'endroit de l'Union européenne. Quand certains gardes-côtes libyens sont financés par l'Union européenne, des gardes-côtes qui participent eux-mêmes au trafic, est-ce que sur cette question, la politique de l'Union européenne n'est pas de réorienter donc sa politique sur cette question? C'est inévitable. C'est inévitable. Je pense que, comme l'a dit Malik tout de suite, la disparition du colonel Muammar el-Kadhafi a contribué à déstabiliser toute la politique qui était plus ou moins maîtrisée dans cette zone-là. Aujourd'hui, l'autorité dans cet endroit laisse à désirer.
les soutiens apportés par l'Union européenne pour justement arriver à canaliser et à gérer ces flux plutôt, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça pose un problème et un véritable problème. Les sommes d'argent investies dans cet endroit-là pour justement arriver à maîtriser ou en tout cas parce que cette zone devait servir de zone tampon en fait, pour pouvoir contrôler le flux des migrations. Mais il faut se dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Malik a soulevé le véritable problème, c'est la prise en charge de la problématique des jeunes. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à régler véritablement ce problème au niveau du continent africain, où les jeunes, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il faudra impérativement partir pour pouvoir s'en sortir, il est illusoire de penser qu'on arrêtera ce phénomène-là. Ils n'écoutent pas. Moi, je suis directeur d'association qui fait de l'accompagnement de migrants. Lorsque, par exemple, j'en reçois certains qui sont passés par là, mais je suis affolé. Ils vous donnent des informations qui vous font passer des nuits entières sans pouvoir fermer les yeux. Tellement ils subissent des épreuves de leur départ, que ce soit de Dakar ou de Kédougou, de Kolda ou d'autres endroits, parce qu'ils partent pour la plupart du temps de ces endroits-là, qui sont des milieux ruraux où les jeunes ont peiné. La plupart d'entre eux partent sans aucune qualification. Le seul espoir de pouvoir s'en sortir demain, parce qu'ils vont se retrouver en Europe, fait qu'ils partent sans projet. Alors ça, c'est une partie de certains migrants, mais cela ne s'applique pas à l'ensemble des migrants. Non, voilà, bien entendu. Par exemple, les migrants issus de la Corne de l'Afrique, où voilà, il y a ils ne subissent pas, ils ne sont pas dissous dans la même situation, en effet. Exactement. Ils ne sont pas dans la même situation, mais en fait, si on faisait une catégorisation de ces migrants-là, qui partent de la zone subsaharienne, ils sont en majorité jeunes. En majorité, et je dirais même, ça ferait peut-être du 80-20. 80% de jeunes de moins de 30 ans ou environ 30 ans qui partent. Sur la politique de l'Union africaine, comment l'Afrique peut influer, voilà, à faire changer, à faire en sorte que l'Union européenne réoriente sa politique à ce niveau-là, qu'elle arrête finalement peut-être de financer ces gardes-côtes dont certains participent eux-mêmes au trafic à Teblivi. Oui, il faut d'abord commencer par les chefs d'État africains eux-mêmes. Il faut commencer par faire rêver les jeunes, leur donner l'espoir, le sens de vivre dans leur propre pays. Quand vous voyez des migrants qui partent avec 4 000 € pour arriver en Europe, cette somme est considérable dans certains pays africains. Donc, pour que les dirigeants africains puissent influer sur la politique européenne, il faut d'abord qu'ils commencent par donner de l'espoir à leur jeunesse, de leur donner du travail. La sécurité, c'est certain. Surtout, ça ne concerne pas tous les pays, mais il y a la jeunesse qui est complètement déboussolée, qui attend tout simplement qu'on lui donne une perspective d'avenir. Moi, dans l'exercice de ma profession, il m'est arrivé, et ça m'a beaucoup marqué, de rencontrer un jeune qui me disait qu'il vaut mieux être en prison en Europe qu'en liberté en Afrique. C'est douloureux. Vous comprenez? À partir de là, il y a une interpellation de la jeunesse qui veut que, de toutes les façons, tout le monde aspire à bien vivre. Quand on est dans son pays, on n'arrive pas à bien vivre, on se dit qu'ailleurs, comme le disait tout à l'heure Pape, l'herbe est plus verte. Alors on se démerde pour aller n'importe où. Aujourd'hui, il appartient aux chefs d'État africains d'abord de pratiquer une politique permettant aux jeunes de rester sur place et aussi auprès de l'Europe d'intervenir pour que ce financement des gardes-côtes, ça s'arrête parce que ce n'est pas possible qu'on arrête ce flux migratoire. Qu'on le veuille ou non, les gens arriveront par tous les moyens. Donc il faut que l'on donne du travail aux jeunes en Afrique d'abord. Et je pense qu'à partir de là, en faisant rêver les jeunes, on pourra résolver au moins en partie le problème. Mais alors, il y a quand même urgence. Donc, comment l'Afrique peut faire pour justement mettre un frein à ces financements? Alors, il y a la Libye, mais il y a aussi un financement qui va aussi vers le Soudan, mais aussi vers l'Érythrée. Est-ce que là, l'Union européenne n'est pas très regardant au final, Malik?
Je partage cet avis. L'Union européenne, elle finance prioritairement ce qui l'affecte, c'est-à-dire l'immigration qui justement part de Libye, parce que c'est vraiment le point de départ de l'immigration clandestine africaine vers l'Europe. C'est vraiment le point de départ majeur, même s'il y a d'autres chemins d'immigration vers la Corne de l'Afrique, puis l'Égypte, puis toute cette Europe orientale. Mais le véritable centre, ça reste la Libye. Donc du coup, nous parlons des moyens et des voies à mettre en place pour justement stopper cela. Alors bien évidemment, ça passe par l'argent, mais quand vous avez une Union africaine qui a du mal déjà à se financer elle-même, il faut se poser la question. Pourquoi l'Union africaine qui a des difficultés déjà pour financer des opérations de maintien de paix peut par exemple dès demain arrêter le flux migratoire? Il faut être objectif et logique, elle ne pourra pas arrêter ce flux migratoire. Elle pourra justement arrêter ce flux migratoire par justement les politiques de développement et justement il faut revoir les modèles de croissance parce qu'on nous parle de croissance de 7, de 8, de 9, de 10% pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette jeunesse, elle ne voit pas cette croissance, elle n'arrive pas à la matérialiser. Et cette croissance n'est pas véritablement ressentie au sein de la population. Il y a des évolutions tout à fait positives, mais il faut se poser la question si nos pays africains reprennent le vrai chemin de la bonne croissance. Parce que nous louons souvent l'activité économique des pays ouest africains, mais il faut savoir, il faut s'interroger si finalement cette croissance n'est pas superficielle et finalement elle ne sert véritablement à pas grand-chose parce qu'elle n'est pas inclusive. Parce qu'elle n'est pas inclusive. Elle est justement la réalisation d'une croissance avec des partenariats internationaux, avec des partenariats notamment européens. Et justement, ces partenariats-là n'ont pas d'incidence sur la population. Donc si nous arrivons à créer une croissance inclusive, c'est-à-dire un marché intra-africain, je ne dis pas que, attention, je brosse un tableau assez noir, mais il y a des choses qui sont faites dans ce sens, mais ce n'est pas assez. Et la priorité, ce n'est pas forcément cette croissance inclusive que l'on donne sur le continent en ce moment. Alors justement, la question économique reste l'une des questions prioritaires abordées dans le cadre de ce sommet Union africaine, Union européenne. Et on va en parler dans la seconde partie de cette émission. Mais avant cela, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.